Europe Midi. Romain Desarbres. 12h24, un discours d'un quart d'heure de Vladimir Poutine à la télévision. Ce matin, le président russe a, passez-moi l'expression, mais a sorti l'artillerie lourde. Il menace, il se victimise, il décrète la mobilisation partielle. On est avec Florent Parmentier du Cevipof, spécialiste des questions internationales, spécialiste de la Russie, et avec le général Clermont sur l'aspect militaire qu'on va retrouver dans quelques instants. Général Clermont. Tout d'abord, Florent Parmentier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il parlé aujourd'hui ? Où en est-on dans le conflit ? Qu'est-ce qui a motivé cette prise de parole ? Ce qu'il faut voir, c'est que Vladimir Poutine est en réalité sur 3 terrains à la fois à travers ce discours. Il y a une question de politique intérieure. A-t-il plus peur de sa population ou a-t-il plus peur du camp des nationalistes ? Vraisemblablement, l'idée d'une mobilisation partielle montre qu'il a plutôt peur d'être débordé par des nationalistes que par des manifestations qu'il pourrait avoir en Russie. Ça, c'est le premier élément de réponse. Il y a un deuxième élément de réponse, la raison de ce discours, c'est le plan diplomatique. Car ce qu'il faut voir, c'est que Vladimir Poutine aujourd'hui fait face à une Europe et des États anglo-saxons, on peut le dire rapidement, États-Unis, Canada, etc., plutôt unis dans leur volonté de condamner la Russie et de lui faire payer son agression. Et puis il y a une large partie du monde qui, elle, est beaucoup plus prudente. On pense à la Chine, on pense à l'Inde, on pense à la Turquie. Et puis naturellement, il y a un troisième plan qui est le volet militaire. Et ça, dont l'autre intervenant pourra parler beaucoup plus rapidement, mais dont on voit bien que la Russie aujourd'hui a perdu au nord de Kharkov, au nord de Kharkiv, un territoire auquel elle ne s'était pas préparée. Et donc il y a là effectivement une forme de remise en cause de la capacité de la Russie à avoir une initiative dans ce conflit. Ouais. Vladimir Poutine a rencontré la semaine dernière le président chinois. Dans quelle mesure peut-il se prévaloir du soutien des Chinois ? Et est-ce qu'il est soutenu par les Chinois ? Un peu avant la guerre, il y a eu une grande déclaration qui a été faite entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui parlait de cette idée d'une amitié éternelle, donc d'une amitié limitée, en tout cas d'une alliance. En fait, on passait, d'après ce discours, il faut toujours se méfier des discours naturellement, mais disons qu'on passait d'alliés de circonstances à quelque chose de plus substantiel. Pour autant, la Chine elle-même est gênée par ce conflit. Gênée tout simplement parce que elle ne peut pas laisser son partenaire russe trop s'affaiblir, mais en même temps elle voit bien qu'elle a des difficultés, et donc se pose la question du juste niveau de soutien qu'elle peut accorder par rapport à la Russie, mais aussi par rapport à ses propres intérêts, c'est-à-dire d'éviter en quelque sorte de laisser d'autres États pratiquer une politique de sanctions à l'égard de la Chine. Donc on voit que la Chine là-dessus est peut-être finalement le plus intéressant à suivre. C'est non seulement la position de la Chine, mais aussi à côté de l'Inde et de la Turquie, qui sont 2 États effectivement importants. La Turquie joue ce rôle en quelque sorte on va dire de personnes à même, en fait, de tiers de confiance, de personnes à même de discuter, etc., avec l'un et l'autre des belligérants. Et l'Inde, en fait, qui a une politique, là aussi, où elle coopère à la fois avec les États-Unis sur le Quad, eh bien, on voit que l'Inde achète massivement aujourd'hui du pétrole, des ressources russes, là où, auparavant, les Européens étaient les premiers acheteurs. L'Inde qui est en soutien également de Moscou. Florent Parmentier, restez avec nous. On va faire la petite pause pub, le flash, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. On se retrouve juste après. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. Florent Parmentier du Cevipof, spécialiste des questions internationales et notamment de la Russie. Florent Parmentier, merci d'être toujours avec nous. On revient sur ce qu'a dit Vladimir Poutine. Ce matin, il était aux alentours de 8 heures. Quand il dit qu'il est prêt à utiliser tous les moyens pour protéger la Russie, c'est une menace nucléaire claire selon vous ? On peut dire que oui, dans ce sens-là, c'est une menace. Après, les menaces peuvent être mises ou non à exécution. Et en l'occurrence, on peut aussi se demander s'il n'y aura pas une étape préalable avant le nucléaire. L'étape peut-être qui n'a pas encore été franchie dans ce conflit, c'est l'utilisation d'une arme de type chimique. Si on franchit ce point-là, alors
l'hypothèse nucléaire serait plus crédible. Pour autant, on sent bien aussi en Ukraine qu'il y a cette volonté de ne pas céder à ce qui est considéré comme du chantage nucléaire. C'est un risque, effectivement, en tout cas, qui existe. Général Clermont avec nous, vous écoutez ce qu'on est en train de dire. Bonjour mon général. Ouais, bonjour Romain. Merci d'être avec nous. Avant le nucléaire, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il peut y avoir la poursuite des combats tels qu'on les connaît aujourd'hui. Le pari de Poutine, qui se retrouve maintenant le dos au mur, c'est de mobiliser pour avoir la force, la puissance critique, le nombre d'hommes suffisant pour tenir les territoires qu'il a conquis. Le grand paradoxe de cette guerre, c'est qu'en réalité, en quelques semaines, les Russes ont malgré tout conquis 20% du territoire ukrainien et se trouvent dans une situation dans laquelle aujourd'hui ils se rendent compte qu'ils sont impossibles de tenir ce territoire conquis parce que, comme on l'a analysé depuis le tout début des opérations, ils n'ont pas assez d'hommes sur le terrain. Oui, mais là, Vladimir Poutine annonce la mobilisation de 300 000 Russes en âge de combattre. Enfin, son ministre de la Défense a parlé des 300 000 réservistes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir du monde qui va arriver. Alors ça veut dire qu'il peut y avoir du monde. Entre lancer le rappel de 300 000 réservistes, dont certains ont 65 ans et qui ont fait leur service militaire il y a 40 ans, et avoir 300 000 combattants, il va se passer quand même beaucoup de temps. Donc l'arrivée opérationnelle de renforts avec les réservistes qui vont être mobilisés va prendre quand même beaucoup de temps. Oui. Et c'est pendant cette période de temps que les risques pour l'armée russe vont être les plus importants parce que la contre-offensive ukrainienne va se poursuivre. Florent Parmentier, quand on parle de 300 000 réservistes en âge de combattre, on parle de qui exactement ? Je crois que ça a été très bien dit. La vraie question aujourd'hui est celle du recrutement pour l'armée russe. Ouais. Soit effectivement il y a des volontaires et la Russie en a trouvé dans un certain nombre de républiques périphériques pour lesquelles vous avez des personnes pour lesquelles l'armée constitue un progrès, une ascension sociale, et donc vous avez eu un certain nombre comme ça de républiques dites ethniques de Russie centrale qui ont été mobilisées. Pour autant, il faut bien voir qu'au-delà de ça, le vivier de recrutement de la Russie est très certainement en deçà de ce qui est nécessaire pour tenir le terrain, comme ça a été très bien dit par le général auparavant. Général Clermont, comment vous l'évaluez, vous, la menace nucléaire suite à la prise de parole de Vladimir Poutine ce matin ? Alors d'abord, il faut le mettre dans le contexte de ce qui est en train de se passer et qui est un développement majeur de cette guerre. C'est l'accélération de la volonté de faire des référendums pour annexer les territoires ukrainiens et en faire des territoires de la Russie. Oui. Vous savez que c'était une hypothèse qui avait été évoquée il y a déjà depuis plusieurs semaines. Là, le calendrier est fixé du 23 septembre au 27 septembre, donc c'est demain. C'est vendredi, oui, ça va débuter vendredi, oui. Voilà, ça débute vendredi, des référendums dans lesquels il y a de fortes chances pour que la quasi-totalité de 4 oblasts, qui sont importants, celui de Lugansk, celui de Donetsk, celui de Zaporijjia et celui de Kherson, deviennent des territoires russes. Alors rappelons en quoi ça change d'être un territoire russe. Eh bien, on l'a vu avec la Crimée. En réalité, la Crimée est un territoire russe depuis 2014, et étonnamment d'ailleurs, il s'est passé peu d'attaques sur la Crimée. La seule attaque sérieuse menée par l'armée ukrainienne sur la Crimée a eu lieu cet été contre un terrain d'aviation russe en Crimée, et les Ukrainiens ont mis plusieurs semaines pour reconnaître que ça avait été une attaque délibérée de l'armée ukrainienne. Jusqu'à présent, que ce soit la Crimée ou que ce soit la Russie d'ailleurs, le territoire de la Russie, d'où partent un certain nombre d'attaques contre l'Ukraine, les Ukrainiens sont restés très prudents quant à la capacité de porter la guerre dans les territoires russes. Donc la nouveauté, c'est que si ces territoires, Lugansk, Donetsk, Zaporijjia, Kherson, deviennent la Russie, là ils vont rentrer en guerre contre la Russie. Oui. En tout cas, ils vont taper le territoire de la Russie. Et là, c'est dans ce contexte-là qu'il faut mettre en perspective la déclaration de Poutine sur le rappel qu'il utilisera tous les moyens pour protéger le territoire de la Russie et le peuple russe. Là, il parle clairement des territoires qui vont être annexés. Qu'est-ce que ça changera pour nous, qui sommes les alliés des Ukrainiens ? Si ces territoires deviennent vraiment le territoire russe, ça veut dire que si on envoie un missile sur ce territoire, on attaque la Russie. Qu'est-ce que ça change pour nous ? Je pense que du côté russe, ça donnerait un prétexte pour lancer une frappe de représailles, qui peut être une frappe nucléaire. Alors, vous savez, depuis le début du conflit, il y a 8 mois qui durent. Depuis le début, moi, je suis très prudent et je rappelle que le recours à l'arme nucléaire, c'est vraiment un recours de dernier recours. Et donc, le dernier recours, la Russie n'en est pas encore là. La guerre terrestre n'est pas terminée.
les forces russes ne sont pas anéanties. Donc on n'en est pas là. Mais néanmoins, plus les Russes seront en difficulté, je pense que c'est évident, plus le risque d'une frappe nucléaire sera important. Je rappelle quand même que, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est la directrice nationale du renseignement, Avril Haines, qui a été auditionnée devant le Congrès, je pense que c'était en mai dernier, dans lequel elle a rappelé qu'il n'y avait que 2 cas dans lesquels la Russie, un risque de guerre nucléaire ou d'usage de l'arme nucléaire par la Russie peut être envisagé. Premier cas, une défaite de la Russie en Ukraine. Si ça continue comme ça, on n'en est pas loin. Et deuxième cas, la menace pour Poutine d'un changement de régime. Et je pense qu'en réalité, les deux seraient liés. Je rappelle, vous êtes un expert des questions nucléaires. Vous avez dirigé l'escadron de chasse Mirage 2000N comme nucléaire, un élément de notre dissuasion nucléaire. Florent Parmentier, comment peuvent réagir les Occidentaux ? Je pense que les Occidentaux vont réagir comme toujours, c'est-à-dire on sait qu'avec la Russie, le mieux est de pousser le rapport de force, c'est-à-dire d'aider les Ukrainiens à mener le combat, et donc on va continuer la livraison d'armes. Par ailleurs, il y a des restrictions dans ce que les États-Unis livrent à l'Ukraine, précisément pour éviter en quelque sorte de donner trop la possibilité, la longueur des canons, en tout cas de la capacité à bombarder est limitée. Dans ce que nous livrons, tout simplement pour éviter de se retrouver dans ce cas de co-belligérance autour duquel finalement nous tournons depuis un certain nombre de mois. Donc le premier point sera d'ancrer un rapport de force. Puis, mais pour l'instant, ce n'est pas une perspective réaliste, mais en tout cas, après avoir positionné un rapport de force et après que, disons, l'Ukraine soit dans un rapport de force plus favorable, à ce moment-là, on pourra commencer à discuter et à réfléchir à des négociations qui ne seront vraisemblablement plutôt du fait de la Turquie, en l'occurrence, que des Européens ou que des États-Unis. Mais en tout cas, pour le moment, on en est encore dans une phase de rapport de force, et c'est en fonction de ce rapport de force bien qu'on pourra voir ce que valent vraiment ces référendums, c'est-à-dire un référendum sur un territoire avec peu de participation et une perte de territoire sur le plan militaire poserait un certain nombre de difficultés pour la Russie. Donc c'est là en fait où nous verrons jusqu'où les uns et les autres sont prêts à aller sur le conflit en Ukraine. Oui. Général Clermont, Volodymyr Zelensky réclame des armes aux Occidentaux. Qu'est-ce qu'il faut lui répondre ? Et qu'est-ce qu'il faut lui envoyer ? Jusqu'à présent, la réponse a été assez claire. Si on regarde la somme, il avait réclamé 5 milliards d'armes par mois depuis le début du conflit. En réalité, il n'en est pas très loin. Donc l'armement, il a non seulement l'armement, mais il a la formation des combattants. Et il a quelque chose dont on parle très peu et qui est pourtant essentiel dans le rapport de force de cette guerre, c'est qu'il bénéficie de la totalité du renseignement américain, c'est-à-dire que les forces ukrainiennes, pourquoi elles sont efficaces ? Parce qu'elles ont du matériel occidental efficace et des munitions, parce qu'ils conseillent sur la façon de faire la guerre, même ceux qui font la guerre, et parce que surtout, ils connaissent en permanence et en temps réel la position de chaque classe d'artillerie, de chaque char, de chaque poste de commandement russe, que ce soit d'ailleurs en Ukraine, puisque c'est là que les Américains les autorisent à taper, mais éventuellement aussi si nécessaire. Donc le poids du renseignement américain dans cette guerre est fondamental pour mettre les Russes en difficulté, et plus les Russes sont en difficulté, plus il y aura des tensions dans cette guerre. Général Clermont, merci beaucoup, mon général, de nous avoir apporté votre expertise. Et merci également à Florent Parmentier du CEVIPOF, spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup à tous les deux. 12h42, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans Europe Midi, on va parler dans un instant de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Témoignages et expertise avec le professeur Amouyel. À tout de suite. Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.